directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur la première. 8h08, c'est le début de votre émission Ligne Directe. Nous sommes à une semaine de confinement et peut-être commencez-vous à ressentir des tensions avec votre entourage à force d'être enfermé dans de petits espaces, à trouver le petit dernier agaçant ou à remarquer que votre moitié décidément n'est pas capable de ranger son bol de Milo, même quand elle est toute la journée à la maison. Et il va falloir prendre son mal en patience car on ne sait pas combien de temps ça risque de durer. Tout ça, ce sont des broutilles, mais malheureusement, et ce n'est pas un poisson d'avril pour certaines et certains, cette situation peut virer au drame. Je parle des victimes de violences intrafamiliales qui se retrouvent confinées avec leur bourreau. Dans Ligne Directe, aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du confinement sur ces violences. Quelles sont-elles? Comment les signaler, qu'on soit victime ou témoin? Et quelles aides apporter aux victimes? Pour nous répondre avec nous aujourd'hui par téléphone, nous aurons Claude Cousin, coordinatrice de SOS Écoute. Nous aurons également SOS Violences Sexuelles sous couvert d'anonymat, mais également Justine Molinier, directrice de l'ADAVI, l'association pour l'accès aux droits et l'aide aux victimes. Et enfin, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Daniel Bretaudeau, il est directeur du foyer Béthanie. Et cette émission, elle ne peut pas se faire sans vous, chers auditeurs, donc n'hésitez pas à nous appeler au 258 258 pour vos questions et vos témoignages sur ce sujet en tout anonymat, bien sûr. Ligne Directe, c'est tout de suite. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe de 8h à 9h sur la première. Aujourd'hui, dans Ligne Directe, nous recevons pour commencer Claude Cousin. Elle est coordinatrice de SOS Écoute. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Nous avons également en ligne... Alors, nous aurons plus tard en ligne SOS Violences Sexuelles et également Justine Molinier, directrice de l'ADAVI. Mais on va commencer avec vous, Claude, donc coordinatrice de SOS Écoute. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ce numéro d'écoute? Voilà, c'est un numéro vert, anonyme et gratuit qui répond à toutes les problématiques telles que la détresse psychologique, les violences, les addictions, les questions de sexualité et puis les informations, l'enfance et voilà, et principalement ça, et toutes questions d'ailleurs qui peuvent être abordées pour un échange. C'est une plateforme qui est ouverte de 9h à 1h du matin tous les jours, du lundi au samedi, et le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 1h du matin. Voilà. Et tous les jours, jours fériés compris. Merci Claude pour ces précisions. Alors hier au point presse du gouvernement, il a été évoqué un renforcement des mesures d'aide aux victimes des violences intrafamiliales, notamment un numéro auquel on pourra envoyer un SMS désormais. C'est vous qui le gérez ce numéro? Voilà, alors en étroite collaboration avec le cabinet de Madame Chamorro, qui a mis en place en fait ce numéro. C'est nous qui allons gérer, mais c'est en dehors de 05 30 30. Les gens peuvent toujours appeler pour les violences, on a quelques appels, mais ce numéro est un numéro plus discret. On va dire qu'on a surtout insisté sur la discrétion et c'est peu onéreux, quoi. On envoie un SMS, les personnes qui sont confinées peuvent envoyer donc un SMS et auquel nous répondrons de façon discrète. Donc ce numéro, je peux déjà le communiquer. Je pense qu'il a déjà été communiqué. Donc c'est le 500 067. Mais il ne sera pas mis en place avant demain. D'accord, donc demain, alors on envoie un SMS à ce numéro, le 500 067, en donnant son nom et son adresse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous répondez, vous faites une aide par SMS? Oui, on répond, bien sûr, on répond par SMS, on ne va pas rappeler. Sauf si la personne, pouvez-vous me rappeler? Et là, on pense qu'elle peut vraiment elle peut rappeler au SOS... SOS Écoute, si elle peut rappeler, parce que en fait l'intérêt de SOS Écoute, c'est qu'on peut vraiment échanger, donc on peut dialoguer. Donc ce numéro est vraiment un numéro d'appel au secours, en fait, c'est un signalement. Je retiens, il faut vraiment retenir ça, c'est quand on signale et qu'on veut qu'on intervienne, que les forces de l'ordre interviennent, c'est-à-dire que la gendarmerie ou la police interviennent. Donc, c'est important de dire que quand on envoie un SMS, ce SMS, ça veut dire qu'on va poser des questions. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Est-ce que, etc. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que vous voulez qu'on rappelle la gendarmerie? Et la personne va vous dire oui, non, tout de même on aura l'adresse.
Voilà. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont en situation critique, qui sont en danger. En situation critique, en danger. Parce qu'on a bien compris que le confinement, les personnes sont à proximité de leur agresseur et elles ne peuvent pas communiquer. Voilà, communiquer, elles ne peuvent pas nous appeler au 05 30 30 facilement. Il y a une urgence. Alors, on va prendre également une personne de SOS Violence Sexuelle qui travaille toujours sous couvert d'anonymat, donc on l'appellera SOS Violence Sexuelle. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être présente aussi. Alors, on l'a entendu avec Claude Cousin, aujourd'hui, avec le confinement, ça peut augmenter le risque de violence. Donc, vous êtes aussi un centre d'écoute. Ce numéro vert, c'est le 05 11 11. Donc, de votre côté, c'est vraiment les violences sexuelles, les violences conjugales qui sont concernées ? Oui, tout à fait. L'association gère les violences sexuelles en priorité. Les violences intrafamiliales dans le cadre des mineurs, à la demande du tribunal, où on est désigné administrateur pour accompagner les victimes mineures de violences intrafamiliales. Dans le cadre des violences conjugales, on accompagne quand il y a agression sexuelle en même temps. Alors, quand on parle de violence intrafamiliale, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qui peut être qualifié comme une violence intrafamiliale ? En ce qui nous concerne, nous, c'est la violence faite sur les enfants. Donc, Principalement les violences aux enfants, donc c'est des coups. Est-ce que ça prend en compte les violences également psychologiques ? Ah, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Je pense que on sous-estime beaucoup ce volet des violences intrafamiliales. Mais qu'elles soient intrafamiliales, sexuelles ou conjugales, de toute façon. Oui, aujourd'hui, dans cette période de confinement, on peut peut-être... Est-ce que vous avez déjà, vous, de votre côté, observé un nombre augmenté, plus d'appels, plus de personnes en détresse ? Non, malheureusement, non. Donc pas plus de signalements ? Non, pas plus. Je pense que la problématique, elle est celle du confinement. Le principe des auteurs, c'est de faire en sorte que les victimes n'aient aucun moyen de communication. C'est vraiment la première chose qu'on leur subtilise. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Je n'ai eu qu'une situation dimanche soir où une dame venait de recueillir une jeune femme victime de coups. Je l'ai redirigée vers SOS Écoute. J'espère qu'elle a pu appeler parce que cette dame s'était réfugiée mais n'entendait pas déposer plainte. Donc je l'ai dirigée vers SOS Écoute pour qu'il y ait une prise en charge, qu'elle puisse avoir au moins une écoute psychologique et essayer de lui faire changer d'avis. Mais sinon, voilà. Après, pour nous, en ce qui concerne violence sexuelle, on n'a pas tant que ça de plaintes d'agression sexuelle, je dirais, de la veille pour le lendemain. C'est plus souvent des faits qui se sont passés antérieurement. Et avec des personnes qui décident de les signaler ? Tout à fait. Donc après, je sous-estime pas le fait que là le confinement puisse poser problème à certaines victimes qui étaient plus ou moins protégées et qui pourraient se retrouver avec d'un seul coup leur agresseur dans un parage proche, quoi. Alors, on peut poser la question à Claude Cousin également. Avec le confinement, on a peut-être des victimes qui avaient un échappatoire, c'est-à-dire le simple fait de pouvoir sortir, s'échapper un petit peu de la maison. Et là, elles se retrouvent avec aucune autre porte de sortie. Et vous l'avez dit, la première chose à faire, c'est de couper les moyens de communication. Oui, c'est ça. En fait, on a eu des appels. Je rejoins ce que dit la personne de l'intervenante de on peut dire Carmen, sexuelle. Il n'y a pas de problème. Ah bon, Carmen, d'accord, voilà, merci Carmen. Merci Carmen. Voilà, oui, voilà. Je n'osais pas trop. On me disait que c'était anonyme, donc Carmen, voilà. Donc ce que disait Carmen, on a eu des appels jusqu'à. J'étais en train de regarder justement les différents appels qu'on avait eus. On a eu des appels sur les violences, d'ailleurs, dont une intervention pour une mise en protection sur la province Nord. Mais ces appels, depuis lundi, ce qui me semble quand même inquiétant, depuis lundi, on a peu d'appels sur les violences, mais celles qu'on a eues jusqu'à dimanche étaient des appels où c'est vraiment le confinement, c'est vraiment les violences psychologiques, entre autres.
qui ressortent. Alors Claude, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une violence psychologique? Parce que comme vous l'avez dit, les coups, les agressions sexuelles, c'est des choses qu'on arrive à... On sait qu'on est une victime, mais comment on peut savoir qu'on est une victime de violence psychologique? Comment on le ressent? Comment ça se définit? Il pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui nous appellent, puisque c'est sous couvert d'anonymat, nous posent la question, est-ce que le fait que mon conjoint me traite à longueur de journée, est-ce que s'il me diminue, s'il m'humilie verbalement ou même par des actes, est-ce que ce sont des violences psychologiques? Oui. Donc les violences psychologiques, c'est tout ce qui est humiliation verbale ou même non verbale. Je sais pas. Pardon, Carmen? Ça peut être des privations aussi. Ça peut être des privations, des privations de rencontrer aussi sa famille, couper de sa famille. Ça peut être tout ce qui atteint psychologiquement la personne. Et c'est ce qui est intéressant, ce qui est bien avec SOS Écoute, comme c'est anonyme, les personnes ne comprennent pas. Disent, est-ce que je me sens mal? Voilà la relation que j'ai avec mon conjoint. Voilà ce qu'il fait. Est-ce que c'est normal? Donc on sent la personne en mal-être profond et oui, on leur dit oui, ça c'est vraiment une violence psychologique. Là c'est pas normal ce qui se passe dans votre couple. Alors des signes de violence psychologique, ça peut être par exemple les prises de contrôle, le fait de tout contrôler, de contrôler les sorties, le téléphone, de tout regarder. Oui, c'est ça. Puis c'est pas dire à la personne qu'elle est nulle à longueur de temps, de déprécier continuellement sa conjointe. On parle de harcèlement moral dans ces cas-là? Oui, c'est ça. Donc ça peut être aussi de culpabiliser l'autre, de se victimiser, de culpabiliser l'autre? Voilà, c'est ça. Oui. Et puis surtout les menaces. Les menaces en leur disant si tu t'en vas, tu partiras toute seule et les enfants resteront là. Je pense que pour une maman, c'est la pire chose à entendre. Et les menaces par rapport aussi aux enfants? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Par rapport aux enfants, oui, bien sûr. Les enfants sont de toute manière, les enfants, ça se passe. Et en plus, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'actuellement, les enfants sont confinés avec les parents 24 heures sur 24 et que ils sont déjà les premières victimes de violences, quelles qu'elles soient, au sein du couple. Et là, ça doit être exacerbé dans ces conditions. Alors, les enfants, ils peuvent pas appeler tout seuls, bien sûr, ce numéro-là. Ça vous est arrivé d'avoir des enfants qui signalent des violences sur leur mère ou qui signalent des violences sur eux-mêmes? Sur eux-mêmes, oui, ça nous est déjà arrivé. Oui, parce qu'on a un numéro aussi donc en lien avec le 05 44 44, donc l'enfance maltraitée, le numéro gratuit de l'enfance maltraitée. Ce numéro, on est en lien avec ce numéro-là, donc 05 30 30, et on fait des signalements. On fait également des signalements. Alors, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe quand on appelle ce numéro? Qu'est-ce que ça peut être la suite ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit c'est de l'anonymat, c'est totalement anonyme, donc les personnes n'ont pas envie de donner leur numéro et ils veulent pas de suite, soit alors ils donnent, et pour des violences ou on traite différentes problématiques. Nous, on n'est pas que sur les violences, on est aussi sur la détresse psychologique. On peut faire intervenir donc la gendarmerie. Vous êtes en mesure d'envoyer la gendarmerie sur demande de la personne? On travaille en lien avec la gendarmerie et la police. Ça, Mais c'est uniquement sur demande de la personne qui vous appelle? Là, on peut pas. Écoutez, ce sont des adultes et on ne peut pas. On n'est pas de toute manière, on peut pas, si elle donne pas son numéro, on ne peut pas la faire intervenir. Ceci dit, l'intérêt de ce SMS, ce sera que la personne donnera son numéro. Donc, on est assuré qu'elle veut qu'on intervienne. Et l'adresse. Et ça, c'est très important d'avoir l'adresse parce qu'elle peut être réfugiée chez quelqu'un ou... et puis, ou alors, c'est très important d'avoir tout ça. Parce que souvent, les gendarmes demandent, oui, mais alors, la personne, vous dites qu'elle est, ça répond pas, le téléphone que vous m'avez donné répond pas, où est-ce qu'elle est? Bon, puis ça se trouve, le crédit est épuisé, alors ça, c'est souvent ça, les crédits sont épuisés. Alors, donc, mais nous, 05 30 30, donc c'est un numéro gratuit. Comme SMS, le 05 11 11 d'ailleurs pour violences sexuelles. Également. Oui, c'est les numéros verts sont des numéros gratuits. Tous les numéros verts. Maintenant, le SMS est très peu onéreux. Donc si vous envoyez un SMS, c'est vraiment très très peu onéreux. Et puis c'est beaucoup plus discret d'envoyer un SMS que de parler effectivement. Donc voilà. Merci beaucoup.
Allez-y, Karen. Je dirais toujours à la condition qu'effectivement la personne ait accès à un portable. Bah oui, bien sûr. Oui, si on lui a pas enlevé le portable, parce que ça fait aussi partie des violences. Voilà. Alors on va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est témoin de violence justement et qu'on peut peut-être prendre en charge la personne. Mais juste avant, on va accueillir Justine Molinier qui est directrice de l'association pour l'accès aux droits et l'aide aux victimes. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, donc directrice de l'ADAVI. Vous avez entendu les échanges avec les deux points d'écoute ? Alors, je suis arrivée en cours, mais j'ai entendu, je pense, la majorité, avec le nouveau numéro 500 067 avec les SMS en cas de danger. Oui. Alors, on parlait justement quelles sont les suites à ces appels. La gendarmerie ne peut être envoyée que sur demande de la personne. Vous, de votre côté, à l'ADAVI... Des personnes majeures, oui, effectivement, c'est ce que disait à raison, à juste titre, Claude Cousin. Effectivement, c'est la problématique aussi que rencontre souvent le corps médical. C'est que dès lors que c'est sur une personne majeure, donc plus de 18 ans, qui n'est pas en situation de vulnérabilité, qui n'est pas sous tutelle ou sous curatelle, c'est la personne elle-même pour les violences qu'elle a subies, que ce soit des violences physiques ou psychologiques ou économiques. Il n'y a que la personne elle-même qui peut déposer plainte. Les professionnels ne peuvent intervenir que lorsqu'il y a danger d'un enfant, c'est-à-dire d'une personne de moins de 18 ans. Donc une femme qui signale par exemple des violences conjugales sur elle-même, mais qui ne demande pas d'intervention, mais qui signale des violences sur elle-même et sur ses enfants, dans ces cas-là, vous pouvez intervenir ? Alors non, pour intervenir, pour faire le signalement sur les violences exercées sur les enfants. Karen ? On essaiera justement de lui dire qu'elle peut faire, quelles seront les conséquences de ce qu'elle peut faire, notamment le signaler aux forces de l'ordre, déposer plainte directement auprès du procureur. Mais par contre, et on espère que lors de l'enquête pour les enfants, la maman sera suffisamment entendue, soutenue, écoutée par les différents intervenants pour déposer plainte pour elle-même. Mais en tant que professionnel, nous, on ne peut intervenir que pour les enfants. Claude, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. Non, Karen, vous voulez rajouter quelque chose Justine, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Justine. C'est effectivement, on ne peut intervenir que lorsqu'il y a des enfants en cause ou en danger. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à intervenir, quand les enfants sont sont en danger. Souvent, la dame, elle est partie et elle est partie de chez elle. Bon, là, c'est pas le cas, mais la dame est partie de chez elle et les enfants restent avec le papa qui parfois n'est pas, elle le disait elle-même, ben non, les enfants sont pas en danger, donc c'est pas peine d'intervenir. Mais parfois les enfants sont en danger et là on peut faire le signalement. Karen ? Oui, oui, c'était juste pour compléter parce que bien sûr, c'est la seule condition pour laquelle l'anonymat ne sera pas conservé si on soupçonne que des enfants subissent également des violences. Eh bien, on signalera directement au procureur de la République qui fera faire une enquête. Tout à fait. Alors, je rappelle que si on a des auditrices ou des auditeurs qui nous appellent, qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler au 258 258. On ne donnera pas votre nom à l'antenne si vous avez des questions à poser. On rappelle les numéros d'appel, le 05 30 30 ou le 05 11 11. Et d'ailleurs, dans les appels que vous recevez, qu'est-ce qui fait que est-ce que vous avez des gens qui subissent des violences depuis très longtemps et qui un jour se décident à décrocher le téléphone? Qu'est-ce qui fait que les personnes attendent ou, comme vous le dites, mes enfants ne sont pas en danger, donc je n'appelle pas? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui fait qu'on ne pose pas plainte, qu'on ne signale pas, qu'on ne se signale pas, qu'on ne cherche pas d'aide? Alors, vous me posez la question parce que comme on se voit pas, c'est ça, c'est au 05 30 30 que vous posez la question? Oui, je vous pose la question à toutes les trois. Excusez-moi. On se voit pas, c'est compliqué. Oui, je rappelle qu'on fait tout par téléphone en ces périodes de confinement, donc on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Allez-y, Claude. Alors écoutez, c'est déjà la première chose, ce sont les enfants. Voilà, peur d'enlever les enfants, la garde, voilà, ça c'est une des questions. C'est une des raisons. Une autre raison, c'est que les gens, ça nous arrive souvent d'avoir des gens qui sont des dames victimes de violences depuis longtemps, mais qui vont décrocher parce qu'elles ont entendu, d'où la communication sur cette problématique est importante parce que elles ont entendu à la radio, elles ont entendu à la télé, il y a des campagnes. Donc là, on a eu effectivement plus d'appels au moment du Grenelle des violences sur cette problématique parce que ils nous appellent en disant alors toujours c'est cette question, est-ce que c'est normal, voilà, je vis ça et
voilà, je suis. Elles ont eu depuis le début. Est-ce que ça peut être considéré comme des violences, ou alors je supporte plus? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a toujours ce barrage avec les enfants. Voilà, toujours cette question des enfants et du droit de garde quand elles vont partir. Si elles partent, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Alors justement, on peut peut-être répondre à la question. Si une femme quitte son foyer parce qu'elle est victime de violence, qu'elle ne peut pas emmener ses enfants avec elle ou qu'elle les emmène, qu'est-ce qui se passe juridiquement parlant? Est-ce qu'elle peut être accusée d'enlèvement? Est-ce qu'elle doit laisser les enfants? Est-ce qu'elle doit les prendre? Comment ça se passe? Justine, peut-être? Alors là, c'est un peu compliqué de répondre comme ça parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui vont rentrer de compte, notamment si elle est mariée, s'il y a un abandon du domicile conjugal ou pas, notamment si on est de droit coutumier ou de droit commun. Mais bon, je vais essayer de répondre de façon générale. Après, si évidemment les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent veulent appeler l'association Adavi pour avoir un rendez-vous gratuit et confidentiel avec un juriste, il n'y a pas de souci, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas prendre les informations que je vais donner au sens strict parce que ça dépend vraiment de sa situation personnelle. Mais donc généralement, une femme qui est victime de violence, elle peut se mettre à l'abri, donc elle peut partir, elle peut emmener les enfants. Et pour ça, il est vraiment préférable et recommandé d'aller en informer les forces de l'ordre ou de déposer plainte carrément pour justement pouvoir se protéger et se dire que elle n'a pas kidnappé les enfants, elle n'a pas abandonné le domicile conjugal, mais elle se met à l'abri. Et derrière, il y a même une autre possibilité. Donc, dans l'hypothèse où, par exemple, elle est locataire d'un appartement, quand bien même c'est monsieur qui est sur le bail ou qui le paye, elle peut bénéficier de ce qu'on appelle l'éviction du conjoint violent du foyer, c'est-à-dire que demander une ordonnance de protection qui est rendue par le juge aux affaires familiales pour demander à ce que le logement lui soit attribué pour une période provisoire de 4 mois, le temps justement de faire les démarches, le temps justement de passer devant le juge pour obtenir la garde par une décision de justice, etc. Mais en temps normal, si je peux juste essayer de faire un petit récapitulatif sans prendre les spécificités de chacun, lorsqu'on est en concubinage, donc en union libre, etc., il ne peut pas y avoir... on peut prendre les enfants. On peut prendre les enfants parce que tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice qui attribue les enfants à monsieur et ou à madame de telle période à telle période, chacun des parents peut prendre les enfants et notamment la maman si elle estime que elle ou ses enfants sont en danger en restant avec le père et le mari ou le concubin violent. Merci beaucoup Justine. Est-ce que Claude ou Carmen voulaient rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Non, c'était... Après, j'aurais voulu peut-être rebondir sur la question que vous aviez posée, avant, lorsque justement les femmes ne savent pas si ce qu'on leur fait est normal et se disent dès lors que les enfants ne sont pas en danger, entre guillemets, pour moi c'est pas très grave. Comme disait Claude de SOS Écoute, effectivement, ça peut être à la radio, entendre des choses, avec notamment tout ce qui s'est passé avec le Grenelle à partir de septembre dernier. Ça peut être également l'assistante sociale. On va voir son assistante sociale pour obtenir des bons alimentaires ou pour faire un dossier ou pour s'aider avec la bourse. Et le fait de parler avec un professionnel, le professionnel va mettre le doigt sur ça, tu vois, c'est pas normal. Il n'a pas à t'humilier, il n'a pas à te retirer les moyens de paiement, il n'a pas à te confisquer ta pièce d'identité, il n'a pas à vérifier ton téléphone et à t'engueuler ou à te frapper à chaque fois que tu as appelé quelqu'un d'autre, c'est un monsieur, c'est un collègue, etc. Donc ça peut être d'autres professionnels qui ne sont pas forcément en lien direct de façon immédiate avec tout ce qu'on peut penser comme les violences et la sphère juridique. Mais donc, nous, ça nous arrive à l'association Adavi d'avoir des assistantes sociales qui nous appellent en disant, voilà, je suis avec madame Intel qui venait pour des bons alimentaires. Et puis, il s'avère qu'il s'est passé ça et ça et ça. Ça peut être aussi des relations personnelles. La copine qui va dire, tu sais, c'est pas normal qu'il t'insulte, c'est pas normal qu'il t'humilie, c'est pas normal qu'il te laisse pas sortir en jupe, c'est pas normal qu'il t'ait confisqué ta carte bancaire et ton chéquier. Et donc, voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses. Ou alors, nous, ce qui nous arrive régulièrement à l'association Adavi, elles vont venir pour une question juridique. Genre, mon propriétaire ne veut pas me rendre la caution, le dépôt de garantie de mon appartement. Ou alors, j'aimerais me séparer, je ne sais pas trop comment faire pour les enfants. Et à l'occasion de ce qu'elle nous indique, de ce qu'elle nous informe, on va percevoir qu'il y a des violences, on va creuser.
Et à ce moment-là, on va lui faire une information. Parce que c'est ce que vous disiez en début d'émission. Il y a des violences, les violences physiques, quasiment tout le monde sait ce que c'est. Les violences économiques, le fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir une carte bancaire ou d'avoir un compte à son nom et qu'on doive que c'est monsieur qui nous donne telle somme d'argent toutes les semaines pour faire les courses et se charger de tout, les gens plus ou moins le savent. Mais c'est vrai que les violences psychologiques, c'est même difficile à définir parce qu'en fait, ça crée un climat d'insécurité physique et émotionnelle. Ça peut être plein de choses, comme le disaient Carmen et Claude. Ça peut être des menaces, ça peut être du chantage, c'est insidieux, ça peut être il se met en colère et puis il nous dit tu m'as énervé, c'est ta faute, tu fais tout pour m'énerver, tu fais tout pour me frustrer. Ça peut être des mensonges, de la manipulation, du mépris. C'est vraiment créer un climat d'insécurité, d'infériorité, de dévalorisation. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas de définition aussi précise que pour les violences physiques. Et c'est des choses où souvent, je dis les femmes, mais, les victimes en tout cas de violences psychologiques peuvent se dire oui, en même temps c'est normal, c'est vrai que je suis rentrée tard, c'est vrai que j'ai pas bien fait à manger, c'est vrai que je suis pas une bonne épouse ou une bonne maman parce que j'ai préféré aller travailler ou aller faire ma formation plutôt que de rester à la maison pour faire le linge et puis lui faire à manger. Donc c'est des choses qui sont déjà très particulières et c'est au cas par cas. Et en plus, c'est des choses qui sont insidieuses. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui, répétées au quotidien, prennent beaucoup d'ampleur et qui créent comme ça, une sorte de climat d'insécurité, d'intimidation, où on se sent mal, où on se sent dévalorisé et où au final on se dit de toute façon ce qui m'arrive c'est normal, je suis pas assez bien, je le mérite, je suis pas assez apprêtée, je suis pas assez jolie, je le mérite, j'ai pas suffisamment bien fait la cuisine, voilà. Donc voilà, rappelez que si on a l'impression d'avoir un conjoint qui considère qu'on lui appartient, qui nous prive de nos libertés, et que de manière générale, si on se sent mal dans son couple, si on se sent diminué, si on culpabilise tout le temps, si on est angoissé tout le temps, si on a peur des réactions de son conjoint, si on est il se victimise et qu'on a l'impression d'être le bourreau, peut-être à un moment donné se dire c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, et poser la question, juste simplement se renseigner, peut-être ça peut être un premier pas pour se rendre compte que ce qu'on vit, c'est pas une relation de couple normale. Oui, tout à fait. Mais après, c'est ce que disait aussi Claude, c'est que malheureusement, pendant le confinement, là où peut-être qu'en temps normal, c'est un peu plus simple, même si tout le monde n'a pas un téléphone et tout le monde n'a pas le crédit pour appeler, on peut aller voir une copine, on peut aller voir l'infirmière sous un autre prétexte, et l'infirmière ou l'assistante sociale va contacter les forces de l'ordre ou les différentes associations. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, on se retrouve dans une situation qui est particulière parce qu'il y a une promiscuité avec le bourreau, l'auteur des faits. Si monsieur est dans la pièce d'à côté, c'est quand même difficile pour madame d'appeler en disant je me sens mal, j'ai été victime, Et en plus, donc il y a une promiscuité qui fait que les victimes n'ont pas forcément la possibilité de nous contacter. Derrière, monsieur arrive en disant t'appelles qui, tu fais quoi, c'est quand même compliqué. Et puis il y a un risque de représailles peut-être, la jalousie et donc forcément des représailles. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Et en plus le confinement, on le voit tous plus ou moins à notre niveau, même dans un couple on va dire ou dans une famille saine, le confinement crée des tensions. Oui. Les gens sont désœuvrés, les gens s'ennuient, on se retrouve en difficulté économique, financière, parce que on va avoir le chômage partiel, on va avoir moins de salaire ou des choses comme ça. Donc même dans un couple, on va dire sain pour pas stigmatiser, dans un couple sain, ça crée une tension. Donc cette tension, du coup, est exacerbée lorsqu'on est face à des couples qui sont habitués aux violences, où la baffe est un moyen de réponse pour monsieur, où les enfants qui se retrouvent à ne pas aller à l'école et qui courent dans le salon et qui énervent et qui cassent et tout, ça peut être quand même encore plus compliqué. Merci Justine. Claude et Karen, je vous ai entendu réagir, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais repréciser parce qu'on dit le numéro gratuit. Alors très souvent, les personnes pensent que si elles n'ont pas de crédit, elles vont pas pouvoir appeler le numéro gratuit. Il faut vraiment leur préciser que même si elles n'ont pas de crédit, elles peuvent appeler le numéro gratuit. Parce que très souvent, c'est la réponse qu'on dit, mais pourquoi t'as pas appelé ? J'avais plus de crédit. Donc c'est vraiment et puis après pour rebondir sur ce que dit Justine, tout à fait et puis les stéréotypes on la dent dure donc c'est-à-dire, Karen, le
que les femmes pensent qu'effectivement mettre une jupe courte, ça va déclencher des réactions inappropriées en face, que effectivement c'est normal que monsieur ait la carte bleue, que monsieur ait le chéquier, que il y a eu une étude récemment en métropole où quand même 60% des Français trouvaient qu'effectivement une fille qui sort avec la jupe trop courte provoque la situation qui risquerait d'arriver. Donc alors on rappelle que quand on est victime, en aucun cas on est responsable. C'est l'agresseur qui est responsable. On va le rappeler, on va le crier, on va le hurler. Mais c'est d'autant plus compliqué. Donc imaginez dans le cas de figure dans lequel on est là, c'est encore plus compliqué pour les victimes. C'est pas parce qu'on a des enfants toute la journée à la maison en confinement qui hurlent, qui font du bruit, qu'on n'arrive pas à les calmer, qu'on mérite des réprimandes, qu'on mérite d'être blâmé pour ça, qu'on mérite un coup. On mérite surtout d'avoir deux conjoints qui s'occupent. Absolument pas. Et puis monsieur n'a qu'à donner sa part du travail, je dirais. Oui, c'est ça. C'est pas seulement une maman, c'est un couple normalement. Un couple, c'est composé d'un papa et d'une maman et les deux doivent pouvoir gérer et les deux normalement doivent partager la responsabilité de l'enfant. Mais tout à fait. Alors on rappelle... Pardon, allez-y Karen. Oui, de toute façon, dans le cadre des violences conjugales, tout est prétexte. Ouais. Bon. Alors on rappelle peut-être qu'on a parlé de violences psychologiques, ça touche aussi les hommes. Voilà, il y a aussi des femmes qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent. Donc on peut se sentir en tant qu'homme aussi dans la situation qu'on a décrite. On a déjà des appels qui concernent des hommes qui sont victimes de violences plus psychologiques bien sûr que physiques, parce que beaucoup moins les femmes sont moins fortes, on va dire, osent moins frapper, mais par contre les violences psychologiques peuvent être très fortes et les hommes, le fait que ce soit anonyme, les hommes osent appeler et ils expriment en fait leur mal-être de la même manière. Il n'y a pas de différence. Effectivement, il y a beaucoup moins d'hommes qui vont appeler que des femmes, ça c'est sûr. Mais je reprendrai quand même sur le confinement. On a des appels, ça engendre énormément de problématiques qui sont exacerbées, telles que le confinement fait que les personnes ont moins de revenus pour certaines professions, et on a beaucoup d'appels sur des personnes qui sont en précarité et demandent s'il y a une possibilité de bons alimentaires. Donc ça c'est encore un problème en plus en fait dans la famille. Quel conseil vous auriez à donner à ces femmes là en situation de confinement? Quel conseil vous avez à donner? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Si on est enfermé avec son conjoint, est-ce qu'on a le droit de sortir se réfugier dans la famille même en cas de confinement? Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes? Surtout ne pas si c'est un danger immédiat, oui, il faut absolument se mettre essayer de sortir et d'aller voir quelqu'un, mais surtout appeler. En fait, si on a mis ce numéro, si c'est possible, je reprends, tout le monde n'a pas peut-être de crédit, bien que ce soit pas très cher un SMS, mais surtout envoyer un SMS. Si on le met en place, c'est justement pour pas mettre les gens en danger, qui s'appellent pas forcément, qui se mettent pas en danger en sortant. Aussi, si on demande le confinement, c'est pour ça. Mais ils peuvent aussi appeler. Ils peuvent appeler le 17, mais le SMS est une réponse immédiate s'il y a vraiment danger. Alors on le rappelle, c'est le 500 067 500 067 pour signaler des violences et demander une aide sans avoir à appeler, donc plus discrètement qu'un appel téléphonique. On a parlé du fait que les hommes étaient touchés également. Est-ce que vous avez des appels de tous les profils, toutes les classes sociales? Ah oui. Ah, oui. Là, on n'a pas. Là, il n'y a pas de différence. Là, je pense vraiment, on les a pas sous les yeux, mais bon, tous les âges aussi. Tous les âges, parce qu'on a des personnes, des couples de 60-65 ans qui appellent aussi, enfin des dames qui sont victimes de violences depuis très longtemps et qui vont appeler à ce moment-là, justement au moment où on parle des violences, ou dans les médias on en parle. Mais il y a des jeunes, bien sûr, des jeunes, des moins jeunes, mais à mon avis, toutes les classes et surtout toutes les tranches d'âge. Merci Claude Cousin. Alors vous l'avez dit, on n'a pas toujours un téléphone, on peut être coincé. Si on a des soupçons, si
Comment faire pour reconnaître une agression, reconnaître une victime si on est témoin ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin pour reconnaître la situation de crise chez quelqu'un et comment réagir à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut dénoncer pour les autres ? Bah oui, on a des appels de personnes, bien sûr. Allez-y. Karen. Vas-y, Karen. Je sais pas, qui c'est qui prend la parole là ? Karen, vas-y. On ne sait pas, tu vois. Oui, c'est bien évidemment le rôle de tout citoyen. Hein. Je veux dire que si on entend frapper, hurler chez le voisin, je pense qu'on peut pas faire l'impasse et il faut passer un coup de fil. Aux services concernés, hein, soit la police, soit la gendarmerie. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Mmh. Donc plutôt que qu'on peut faire, parce que après tout dépendra de ce que la personne va décider. Mais on se dit pas ça me concerne pas, c'est chez les voisins, je vais déranger. Non, quand on entend quelqu'un qui se fait battre, qui hurle, on intervient. On appelle en tout cas. Si on suit strictement le code de procédure pénale, on est tenu de signaler sous peine d'être considéré comme non-assistance à personne en danger. Hein. Voilà, dans l'absolu, on doit le faire. Hein. Alors Justine, pardon, allez-y Karine. Oui, encore plus en situation de confinement, je pense, pour rebondir sur ce que disait Carmen, c'est-à-dire que déjà quand en normal c'est compliqué pour les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales de se signaler parce qu'il y a une emprise, parce qu'il y a une impossibilité économique, matérielle de le faire, mais encore plus en confinement. Donc au contraire, c'est ce que disait Carmen, c'est vraiment le devoir de tout citoyen. On croise dans le couloir notre voisine qui a un œil au beurre noir. On entend la voisine crier, on entend des bruits de casse, on entend des bruits suspects. C'est notre devoir de citoyen d'appeler en appelant justement les forces de l'ordre, donc la police ou la gendarmerie, d'appeler le 17 en disant j'ai entendu des bruits, j'ai entendu des bruits de coups, j'ai entendu des bruits de verres brisés. Je sais que la voisine, il lui arrive d'avoir le visage avec des contusions, des bleus ou des cocards. Est-ce que j'habite à telle adresse, elle habite à telle adresse, est-ce que vous pourriez aller? Après, si derrière, lorsque la police ou la gendarmerie se rend sur place, la victime n'ose pas le dire, après, ça, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, une personne qui est majeure, on peut rien faire contre son accord dès lors que les enfants ne sont pas en danger. Mais en tout cas, voilà, c'est justement notre devoir de citoyen et c'est pour pas derrière être accusé de non-assistance à personne en danger, on doit le signaler. Donc là, en période de confinement, au service de police ou de gendarmerie. Ou alors aux associations, ou comme le disaient Carmen et Claude, avec des numéros gratuits, vous appelez le 05 30 30 en disant j'ai pas de crédit, mais ma voisine se fait agresser, se fait frapper, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Les professionnels vont l'aider à réagir. Merci, merci Justine. Ça permet, pour rebondir, d'ailleurs, c'est moins compliqué de passer par nos numéros gratuits et faire en sorte que nous, on prenne le signalement en charge, plutôt que le policier qui arrive et qui dit c'est la voisine qui a appelé. Oui. Parce que ça met aussi les personnes en situation délicate après. Donc effectivement, une des solutions reste de nous appeler à nous et à ce moment-là, on prend le signalement à notre compte et les voisins auront fait leur travail de citoyen. Voilà. Merci Carmen et Claude. Je pense qu'on va vous libérer parce que vous êtes aussi justement en train de travailler. Ces lignes, elles sont utilisées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Justine, on vous garde. Justine, restez avec nous. Merci. Daniel, vous êtes avec nous? Daniel? Oui. Bonjour Daniel. Vous êtes directeur du foyer Béthanie. Merci de nous rejoindre. On est également en compagnie de Justine Molinier, qui est directrice de l'ADAVI. Oui. J'écoute votre émission. Merci de votre émission. C'est très intéressant. Alors, on est en deuxième partie d'émission. Maintenant, on a parlé un petit peu des signalements, des violences. Que faire si on est témoin, si on est soi-même victime de violences? À partir du moment où on a signalé son cas, qu'est-ce que c'est la suite? Quelle solution on a pour ces femmes en période de confinement, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du foyer Béthanie? Alors, nous, on a... Allô, Daniel? Oui, vous m'entendez? Oui, on a été coupé, mais allez-y, reprenez. Ah, bon. On travaille, nous, en aval de tout cela.
On a deux fonctions. On a une fonction, bien entendu, réinsertion sociale et une fonction urgence. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la fonction urgence. En l'occurrence, on a répondu aux demandes de Mme Champ-Moreau. Et auparavant, on avait 6 lits d'hébergement d'urgence pour ces femmes-là. Donc les femmes ils appellent au 28 29 78. Et on essaye de trouver, alors en règle générale, c'est le commissariat, c'est la DAV, c'est-à-dire la partie au Medipôle, c'est la DEPAS, etc., qui vont nous appeler. En tout cas, ces femmes sont prises en charge et après, c'est pas elles qui s'occupent de vous appeler, etc. Oui, en règle générale, ouais, c'est pas les personnes directement qui nous appellent. Entre guillemets, on peut prendre leur appel aussi. Hein. En ce moment, je veux dire, on fait comme, c'est une situation vraiment d'urgence entre guillemets, en plus c'est une situation quand même très particulière. Donc nous sommes passés de 6 à 14 lits à la demande de Mme Champ-Moreau pour l'urgence. Depuis la preuve qu'il y a de la demande, disons que les 6 lits étaient pratiquement vides juste avant le confinement, et là les 14 lits depuis hier soir sont pleins, quoi. Donc vous avez eu 14 personnes qui sont arrivées, qui étaient en situation de confinement, victimes de violences et qui ont trouvé refuge au foyer Béthanie. Exactement, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe pour elles ? Vous pouvez les garder ou l'idée c'est de leur trouver une situation plus stable ? Le but est de leur trouver une situation plus stable, mais bon, là pour l'instant c'est de l'urgence. Donc de l'urgence, on les accueille, on les nourrit, on essaye de les écouter, et on essaye de mettre en place une situation plus viable, quoi. Soit vers un logement plus fixe. Il y a plein de possibilités, autant de possibilités que de problèmes. Hein. Et vous accueillez les enfants également ? Ah bien sûr. Oui, nous disons que dans le cadre de notre activité, on accueille les femmes avec ou sans enfants. Et aujourd'hui, que les femmes, hein, pas les hommes. Pas les hommes, donc que les femmes. Ouais. Voilà, pour que c'est des femmes qui sont victimes de violences. Vous l'avez compris, oui, bien sûr. Claude l'a dit tout à l'heure, c'est quand même essentiellement des femmes qui sont victimes de violences, hein, de toute façon. Et aujourd'hui, vous accueillez dans des conditions de respect d'hygiène et du confinement, en fait. Vous arrivez aussi à respecter les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour assurer que le confinement soit aussi sûr dans le foyer. Ouais, alors avec un bémol quand même, puisque on a quand même disons que les logements sont séparés, mais les gens sont quand même mis à plusieurs dans un logement. Donc le confinement n'est pas totalement respecté, mais tout ce qu'on respecte, en tout cas toutes les préconisations du gouvernement au niveau des préconisations barrières, vous savez, qui sont demandées, quoi. Et on distribue bien entendu des produits d'hygiène, des produits pour se laver, des produits tout ce qu'il faut pour respecter plus ou moins le confinement, quoi. Mais bien entendu, c'est des fois un petit peu compliqué, quoi. Tout à fait. Alors, je vous pose voilà. Merci Daniel. Je pose la question à Justine Molinier, directrice de l'ADAVI également. Quels droits elles ont, ces femmes qui partent de chez elles, qui se retrouvent en foyer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, des droits, qu'on soit chez soi ou qu'on soit en foyer, j'ai envie de dire, normalement, on devrait les avoir toujours. Mais effectivement, une fois que ces femmes ont été mises à l'abri, parce que comme le disait Daniel, lui, le foyer intervient en aval avec des mesures d'urgence. Derrière, comme il le disait, ils vont les écouter et derrière ils vont essayer de les orienter vers les professionnels compétents. Ça peut être notamment vers l'association ADAVI pour justement régler tout ce qui est droit de garde, droit de visite et d'hébergement. Souvent, c'est le gros problème des femmes qui ont peur que la suite du signalement des violences, elles ne puissent pas garder leurs enfants, que parce qu'elles sont en foyer, elles ne puissent pas obtenir la garde auprès du juge d'affaires familiales. Qu'est-ce qu'il en est d'un éventuel logement ou d'un terrain qu'elles ont pu acheter avec leur mari ou leur compagnon. Enfin, tout ça, c'est plein de questions qui se posent. Et une femme qui est victime de violence, elle a des droits en tant que femme, en tant que personne, elle a des droits en tant que maman. Mais notamment, ce qui peut également être fait, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'ordonnance de protection. Donc l'ordonnance de protection, s'il existe une situation de violence, que la victime est en danger, le juge aux affaires familiales, il peut rendre une ordonnance de protection où il va ordonner la résidence séparée du couple
Il va interdire au conjoint violent d'entrer en relation avec sa conjointe. Il peut lui interdire de porter une arme. Il peut lui demander de payer une pension alimentaire pour les enfants ou une contribution aux charges du mariage si on est face à un couple marié. Tout ça, c'est des mesures qui peuvent être prises rapidement. Ça reste une procédure, donc c'est au moins une quinzaine de jours, mais ça veut dire que la personne, imaginons qu'on se retrouve en situation d'urgence, on appelle la police ou le dispositif d'aide aux victimes du CHT du Medipôle appelle le foyer Béthanie pour avoir un lit d'urgence avec les enfants. Après, il peut être envisagé une ordonnance de protection pour justement ne pas rester dans ce foyer, mais regagner son foyer à soi en se disant le juge a fait une éviction du conjoint violent, c'est-à-dire que même si le bail est au nom de monsieur, même si c'est monsieur qui paye le loyer, le juge peut lui demander d'en partir, de ne plus revenir pendant une période de 4 mois, permettant à la femme de continuer à faire ses démarches, et en lui disant quand même tu continues à payer le loyer, mais c'est madame qui reste dans ce logement confiné. Et Daniel, ça, c'est une des protections qui existent. Daniel, de votre côté, combien de temps on peut rester dans votre foyer ? Alors, par exemple, je prends l'année dernière, les gens sont restés en moyenne 1 mois. C'est-à-dire les femmes avec ou sans enfants sont restées en moyenne 1 mois. Et vous n'avez pas de limite, en fait, on reste le temps de trouver une autre situation. Non, c'est d'urgence, c'est-à-dire on va pas rester des mois. D'accord, le but est de trouver, c'est bien expliqué, c'est très bien parlé. Je veux dire, il y a autant de solutions que de problématiques, quoi. Donc à partir de là, on essaye on a tout ce temps-là pour trouver des solutions. Voilà. Mais c'est sûr que c'est en moyenne, je vous dis en moyenne, c'est 1 mois. Voilà. Et c'est gratuit. Ah mais bien sûr. Ah oui, le but est d'être gratuit et d'essayer de trouver des solutions, quoi. Donc une fois que le but est pas de pérenniser la situation, parce qu'après c'est plus de l'urgence. Bien entendu, après c'est de la réinsertion sociale, c'est autre chose. On passe à une autre. Nous, on travaille sur les deux aspects, la réinsertion sociale, c'est-à-dire après quelqu'un qui va louer un appartement avec ses enfants ou sans enfants, etc., et qui va se réinsérer, c'est-à-dire un travail, etc., qui va s'autonomiser complètement. Et de votre côté, le foyer... Ça prend bien entendu un peu plus de temps. Bien entendu. Le foyer est protégé, je veux dire, les femmes sont en sécurité. Ah oui, on a le personnel qui bien entendu qui surveille, et puis on a les systèmes de vidéosurveillance, tout est fermé, il y a un système de code, et puis personne ne connaît l'adresse. Hein. Je veux dire, on donne pas l'adresse, bien entendu, je vais pas la donner à l'antenne. On rappelle votre numéro. Les conjoints violents puissent intervenir là-bas, quoi. On rappelle votre numéro, c'est le 28 29 78, mais les conseils, donc le schéma, si vous êtes victime de violence, ça va être essayer d'appeler le 05 30 30 SOS Écoute ou le 05 11 11 SOS Violence Sexuelle. Vous pouvez à partir de demain également envoyer un SMS au 50 00 67 50 00 67 en donnant votre nom et une adresse pour demander une assistance d'urgence. Et puis ensuite, à partir de ce moment où vous décidez d'être prise en charge, où la gendarmerie intervient, la police intervient, rappelez-vous qu'il y a des hébergements d'urgence pour vous, pour vos enfants, où vous serez en sécurité, vous pourrez rester le temps de trouver une solution juridique, notamment avec l'ADAVI, donc qui pourra vous aider, vous accompagner, n'est-ce pas, Justine ? Tout à fait. Et en cette période un peu spéciale de confinement, on a mis en place un numéro où justement les personnes appellent pour avoir des entretiens avec soit un juriste, soit une psychologue, ou les deux si besoin. Et on essaye de tout faire par téléphone, de compléter par mail s'il y a des documents à envoyer. On a libéré des créneaux supplémentaires, on a essayé d'élargir un peu nos horaires. Et là, par exemple, rien que sur cette première semaine de confinement, on a quand même libéré 80 créneaux. Merci, donc Justine. Ça veut dire 80 rendez-vous avec un juriste. Merci, Justine. Je suis désolée, c'est la fin de cette émission. Ce numéro, c'est lequel pour l'ADAVI ? 79 28 88. 79 28 88. Merci à tous les deux d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée et on vous souhaite bon courage. Bonne journée. Merci Daniel également. Au revoir. Merci également à Claude Cousin de SOS Écoute qui était là et à SOS Violence Sexuelle. Je vous dis à demain. Merci d'avoir été là, écoute, chers auditeurs.